C'est pas pain de mie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. On va tous mourir. Chers auditeurs, bonjour, et merci de continuer à survivre pour continuer à écouter Radio Virus. Tout de suite, nous commençons cette nouvelle émission avec une introduction qui nous rappelle que peu importe les conditions, la nature humaine ne change pas. On est samedi et on se fait chier. Ça fait 18 jours que vous êtes confinés et en cette période de printemps, vos hormones commencent à être en ébullition. Hélas, vous êtes coincé avec votre coloc qui se balade en slip toute la journée en mangeant des chips. Vous pourriez faire comme tout le monde et finir de poncer Pornhub ou de checker Tinder à l'infini, en avoir mal au pouce. Mais vous êtes un romantique qui veut du grand vrai amour, avec la séduction traditionnelle qui va avec. Pas de panique, le bon docteur Mattei va vous expliquer comment draguer des zoulettes de façon classieuse, tout en respectant les gestes barrières. Pour la drague, comme pour la guerre, il faut se replonger dans les fondamentaux. Commencez par relire Sun Tzu, qui vous donnera toutes les clés stratégiques pour emporter des forteresses en minimisant les pertes. Ce vieux chinois dit deux choses. Connaissez votre ennemi mieux que lui ne vous connaît, et maîtrisez le terrain et le tempo. Première étape, munissez-vous d'une longue vue et observez votre environnement. Surveillez toutes les fenêtres et la rue en contrebas. Notez tout. Au mieux, vous y trouvez la femme de votre vie. Au pire, vous aurez peut-être de quoi dénoncer vos voisins qui ne respectent pas la loi. Votre longue vue observe patiemment les fenêtres, et là, votre cœur fond. Une petite blonde, douce comme la mousse et belle comme une hirondelle, est en train de fumer sa clope à son balcon. Votre vue se brouille, votre petit cœur bat à 2000, des papillons s'envolent dans votre estomac. Vous suez à grosses gouttes et vous regrettez de ne pas avoir renouvelé votre stock de déo. Pas de panique, jeune coq, ne fais pas le fou, reste calme, souffle et écoute-moi attentivement. Là, tu as plusieurs options pour attirer son attention et faire fondre son petit cœur. L'option Love Actually. Vous avez tous la scène en tête. Mettez-vous à votre fenêtre avec un stock de grands cartons blancs où, feuille après feuille, vous pouvez amorcer une conversation et lui déclarer votre flamme. L'option technologique. Faites comme Jeremy Cohen à New York, qui chope le numéro de ses voisines avec un drone, ou détournez la méthode du mystérieux habitant de Clichy qui projette des messages au vidéoprojecteur sur le mur de 20 heures. Projetez votre déclaration d'amour sur la façade de l'immeuble, sauf qu'elle habite en face, donc elle ne le verra pas. Ne sois pas con, jeune padawan, il y a des pièges. L'option manif. Vous vous postez à votre fenêtre avec un kawaii noir et un foulard sur la gueule. Vous claquez un fumier pour attirer son attention, et vous gueulez dans un mégaphone des vers de poésie. Nous déconseillons en revanche le tir de pavé ou le jet de cocktail Molotov sur la donzelle. L'option ingénieur. Grâce à un lance-harpon artisanal, vous mettez en place un système de poulies ou de tyroliennes entre son appart et le vôtre pour vous échanger des mots doux ou directement glisser sur son balcon, tel un Roméo des temps modernes. L'option zikos. Vous avez l'âme d'un poète maudit, vous savez poser un flot ? Montez des enceintes à votre fenêtre et chantez-lui des chansons d'amour. On vous déconseille les chansons d'Orelsan sur la Saint-Valentin. Elles sont cool, mais peu efficaces. L'option Paul Bocuse. Si tous les jours vous déposez mystérieusement un bon petit plat sur son palier, ses papilles dicteront son cœur. Le seul problème, c'est que tu ne sais faire que des nuggets à la mayo. Ça te donnera donc une bonne raison pour te mettre à la cuisine. Si rien ne marche, pas de panique, il vous reste la drague au Monoprix et la drague à l'aide d'un canidé. Mais ça, nous verrons cela dans une autre chronique. Nous poursuivons sur les actualités. L'actualité de ce samedi 4 avril. Abruti. Le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, a encore fait les gros bras hier. Il a bien averti tout le monde qu'il ne serait pas possible de partir en vacances. Il a aussi ajouté que les malades en réanimation n'avaient pas respecté le confinement. Ils l'ont bien cherché en somme. Le personnel soignant atteint du coronavirus sera content. Diplôme. Le bac et le brevet seront en contrôle continu cette année. C'est le ministre qui l'a dit. Pour une fois, nos grands-parents pourront dire que, de leur temps, c'était autre chose. En même temps, ils le donnent depuis des années, alors c'est pas avec le Covid que l'éducation nationale va changer quelque chose. Mais attention, un jury d'harmonisation veillera à l'équité. Justice. Le ministère de la Justice a relâché 6200 prisonniers entre le 16 mars et le 1er avril pour cause de virus. On vous avait dit il y a quelques jours que d'autres ont vu leur peine allongée. On n'y comprend rien. Certains détenus ont été libérés puis remis en prison. Aucune information pour le moment sur les crimes ou méfaits commis par ces braves gens qui désormais sont dans les rues. Mais il faut faire de la place pour ceux qui ne respectent pas le confinement. On comprend bien. Gendarmes. Les États-Unis ont mis à prix la tête du président vénézuélien Maduro.
On rappelle qu'il pousse pour l'institution de Guaido depuis un bon moment. 15 millions de dollars pour celui qui donnera des informations qui permettront d'arrêter le président du pays. Il est soupçonné de trafic de drogue et la CIA, elle s'y connaît en la matière. Schengen. Alors que la sacro-sainte circulation des biens et des personnes est mise à mal en Europe, enfin surtout des personnes en fait, les déplacements sur le territoire national sont interdits. En cette période de vacances, les contrôles sont renforcés dans les gares et sur les routes, occasionnant des embouteillages sur le périphérique parisien et à certaines gares de péage. Mais notre Castaner national a également demandé au préfet de prendre des arrêtés pour interdire les locations de vacances. En gros, avant, tu avais tes enfants à la maison mais pouvais leur dire d'étudier. Maintenant, ils ne veulent plus étudier et toi, en plus, t'es coincé. Lama. Au Cambodge, un Américain a été arrêté pour avoir craché sur un billet de banque et l'avoir ensuite laissé en évidence. Non content de racheter les masques des autres pays, ils les empoisonnent aussi. Super ambiance. Masques, justement. Ils ne servent à rien, disait Sibeth. Et une journaliste, Marina Carrère-Dancos, a cependant reconnu que c'était un mensonge, mais pour la bonne cause, donc tout va bien. L'objectif étant de les réserver pour le personnel soignant, qui en plus en a besoin. Donc il vaut mieux les hôpitaux qui débordent avec des soignants protégés, plutôt que des soignants moins protégés et une population non malade. Mouais. Surtout qu'au final, on a la population malade et les soignants non protégés. 7. Le professeur Raoul fait polémique en ce moment. On ne sait même pas trop comment prononcer son nom de famille. Il a au moins le mérite de faire des tests. Et la région de Marseille est, ramenée à sa population, la population la plus testée du monde. Bon, ça représente 2,5% de la population. Ce qui en dit long sur le nombre de cas non détectés dans la nature. Mais c'est déjà ça. C'est tout pour aujourd'hui, à lundi pour de nouvelles actus. Nous en arrivons à notre premier point politique sur la société de consommation. La société de consommation a été écrit par Jean Baudrillard et est paru en 1970. Il faut bien comprendre qu'en parlant de consommation, Jean Baudrillard n'entend pas uniquement l'acte d'achat, c'est beaucoup plus que ça. Jean Baudrillard parle d'un mode actif de relation. C'est en fait un environnement global et la totalité de la société. Écoutons Jean Baudrillard. Il faut poser clairement dès le début que la consommation est un mode actif de relation, non seulement aux objets, mais à la collectivité et au monde. Un mode d'activité systématique et de réponse globale sur lequel se fonde tout notre système culturel. Fin de citation. Dans une société traditionnelle, il n'y a pas de consommation. Il y a des relations au sein de la famille, au sein des différentes communautés naturelles. Il y a le travail pour subvenir à ses besoins. Le centre du système capitaliste, au contraire, c'est la production. Et ce centre s'est finalement déplacé vers la consommation, et donc sur la nécessité pour la production, pour parvenir à ses fins, de contrôler la consommation. C'est à ce niveau-là qu'on touche à l'individu, que la société de consommation a besoin d'isoler, d'individualiser, d'atomiser pour en faire un consommateur. Baudrillard parle de la fonction logistique de l'individu. Le système, la société de consommation, a besoin de l'individu, non pas tellement en tant que producteur, mais en tant que consommateur, en tant que rouage final du système de consommation. Jean Baudrillard va plus loin, développe le système du besoin, de la déviance du désir par le système, de l'objectivisation du corps pour pouvoir le commercialiser. L'extrême inverse de la société de consommation serait la société des Guarani. Il s'agit d'une peuplade d'Amérique du Sud qui n'a pas de justice, mais qui n'a que des rites. C'est-à-dire que tout est sacré, tout est symbole. Même pour traverser la place du village, chacun ne peut pas prendre le même chemin. En fonction de son grade et de son intégration à la société, il y a un parcours spécifique à réaliser. Mais pour être commercialisé, le monde doit être entièrement quadrillé, entièrement mesuré. Tous les signes, toute la symbolique, tout le sacré qui ordonne un monde proprement humain doit être évacué au profit du signe marchand. La figure exemplaire de la société de consommation est celle que le collectif Tikkun appelle la jeune fille. Je vous renvoie à leur ouvrage « La théorie de la jeune fille ». La jeune fille est une figure. Elle représente la jeune fille libérée de l'autorité de son père, libérée de l'autorité de cette société patriarcale. C'est le consommateur par excellence, celui qui cède à ses désirs. C'est l'injonction permanente et le ressort de la publicité. Nous devons céder à nos désirs. Laisse-toi dominer par le désir de quelque chose dont tu n'as absolument pas besoin tant qu'il ne t'est pas soumis à ton intention. Sur cette question précise du désir, il faut lire également René Girard qui décortique le désir mimétique. On ne veut évidemment que ce que son voisin a. C'est vieux comme le monde, mais la publicité, ce n'est que ça. Et c'est une injonction permanente de céder, d'outrepasser les limites. Il faut casser ce qui nous retient.
Camus disait « un homme, ça s'empêche ». La société de consommation, c'est exactement l'inverse. C'est ne t'empêche pas, cède à ce que tu veux. C'est comme ça que tu seras un bon consommateur, libéré de l'horrible patriarcat, des règles de la société traditionnelle qui sont présentées comme des aliénations. Ces aliénations sont en fait toutes les choses qui nous empêchaient de sombrer dans nos propres appétits et dans l'esclavage de nos désirs. Pour le capital et par la publicité, toutes les frontières doivent sauter. Le tableau est horrible, mais c'est exactement le monde dans lequel nous vivons. Nous enchaînons sur la chronique cinéma. En 1968, deux jeunes Américains d'origine russe fêtent le mariage de l'un de leurs amis et le départ pour le Vietnam de Mike, Nick et le marié Steven. Tout semble aller bien pour le groupe. Ils travaillent dur, boivent des coups chez leur ami barman et partent parfois chasser dans les sublimes montagnes de leur région. Mais la guerre du Vietnam va venir briser la vie de ces jeunes gens. Vous avez sans doute déjà entendu parler du grand classique américain Voyage au bout de l'enfer. Voici pourquoi il faut voir ce film. Tout d'abord, Voyage au bout de l'enfer a été réalisé en 1978 par Michael Cimino, grand réalisateur américain ayant surtout œuvré dans les années 70 et années 80, avec des films tels que La Porte du Paradis, L'Année du Dragon et Le Canardeur. Voyage au bout de l'enfer est considéré aujourd'hui comme son meilleur film et on peut le comprendre. Servi par un casting de poids, Robert De Niro, Christopher Walken, John Cazale et Meryl Streep, ce film est d'une beauté sans nom. Voyage au bout de l'enfer traite d'une manière assez réaliste et crue la guerre du Vietnam, en nous montrant de jeunes recrues dans leur quotidien avant leur départ, puis au beau milieu du chaos au Vietnam pour finir avec le traumatisme post-guerre. Chaque scène montrée par le réalisateur est faite pour nous plonger dans le film avec les personnages. On est au plus près d'eux. Et quelle meilleure manière pour le réalisateur de nous attacher aux personnages qu'en commençant par les suivre dans leur dernier week-end entre potes avant le départ pour la guerre. Les personnages sont d'ailleurs attachés à leur pays. Ils l'aiment du fond du cœur et continuent de l'aimer même après la guerre. Montrer la vie avant-guerre et après-guerre en un seul film nous fait rendre compte à quel point celle-ci peut changer une communauté. Dans Voyage au bout de l'enfer, il y a une seule scène de guerre. Elle contraste brutalement avec la vie que menaient les jeunes gens dans leur Amérique profonde. Un village en feu, des familles entières calcinées. Et bien sûr, la scène la plus connue, la roulette russe dans les prisons vietnamiennes. Voyage au bout de l'enfer est un film lent, et c'est cette lenteur qui rend certaines scènes interminables, qui font qu'on s'attache aux personnages. Michael Cimino ne cherche pas à faire du spectaculaire, il nous montre la vie brisée de jeunes hommes confrontés à la guerre tout simplement. Sur 3 heures de film, on compte plus d'1 heure de mariage, de chasse et de verre entre potes. La camaraderie transpire à l'écran. La musique, belle et douce, rend le film mélancolique. Quand on voit les personnages se retrouver après la guerre, on a la même mélancolie qu'eux. C'est toute la force du film. On n'a pas besoin de dialogue pour comprendre ce qu'ils ressentent. On les comprend grâce à de simples regards. Voyage au bout de l'enfer est grandiose. C'est un film déchiré entre ces scènes magnifiques de chasse sur fond de chants orthodoxes et ces scènes crues, violentes qui nous transmettent toute l'horreur de la guerre. Voyage au bout de l'enfer est pour moi le plus beau film et le meilleur film sur la guerre du Vietnam. Il faut le voir, tout simplement. Poursuivons en musique. Pour notre chronique musicale, nous vous proposons aujourd'hui de plonger dans l'univers du Club des Losers, groupe légendaire du rap alternatif. Fouzati, le chanteur, met en avant dans ses chansons un mal-être profond, cependant teinté de beaucoup d'ironie et d'autodérision. Il décrit ce monde moderne absurde dans lequel les humains se débattent. Cynique et blasé, il invite ses auditeurs à rire de toute cette merde. La chanson d'aujourd'hui s'appelle L'Indien. Sortie en 2012, Fouzati nous raconte l'ambiance quotidienne dans son entreprise. Lui qui était déjà antisocial à l'époque, nous dépeint le dégoût que lui inspire le monde du travail. Tout y passe, ses collègues, l'absurdité du tertiaire, le mal-être au travail, les promotions canapé, la peur du licenciement. Si vous êtes un esclave du tertiaire, profitez du confinement pour remettre en perspective votre vie. Parce que le retour à la normale risque de faire mal. L'aliénation au travail est quelque chose de terrible et destructeur, mais il ne tient qu'à vous de lutter et de ne pas vous laisser faire. Sans plus attendre donc, l'Indien du Club des Losers.
Ah monte à fond, appelle indien, toujours poète dans la réserve. Tu seras gentil, fous-moi la paix pour que mon calumet serve. J'envoie des signaux de fumée, super facile à décrypter vu qu'ils veulent tous dire la même chose. Évitez de me parler, ici personne ne s'est choisi. Comme dans un mariage arrangé, on fait semblant, moi plus que d'autres. Je ne fais ça que pour manger. Dans les couloirs, ils disent de moi qu'au début j'étais plus sympa. C'est vrai, bien obligé, c'était la période d'essai. À la cantine, toujours un con pour m'inviter à sa table. Mais je n'ai rien à y foutre, moi comme un gosse dans une étable. Le principe d'une réu est d'enfermer des trous du cul dans une petite pièce en fenêtre. Forcément c'est vite puant. Le vendredi c'est des contrats qui portent en mocassin en dents, avec leur tête de type qui prennent leur pied à la fête des voisins. Je les écoute déblatérer dans cette réunion sans fin. Calons un point pour le débrief du point que nous ferons demain. Putain, on ne t'a pas dit à quel point tu ne sers à rien. Si t'étais dans un groupe, pas tu jouais du tambourin. Bah t'es ma montre fout le cafard, il est peut-être qu'en serre-moi le quart. Et si je ne cotise pas pour rien, encore 2h40 piges, post-club comme tous ces cons. Je pars me griller une tige, je leur raconte une blague pédophile. Regarde en sourd à qui se fiche, comme mon salaire qui ne change pas malgré les jolies marges brutes. Fin de mois difficile, même plus assez pour me payer une pute. Tu rêves qu'un type te fasse un mot, moi que tu partes en congé mat. Mais vu ton visage ingrat, c'est pas gagné pour ta chatte. Sur la même chaise en face de moi depuis 3 ans, ton cul en a assez de regarder passer les promotions canapé. T'as l'air dégueu comme un plateau repas, mais je dois faire avec. Si t'étais pas célibataire, tu nous verrais plus que ton mec. Surinvesti comme tous ces gens qui à côté n'aiment pas leur vie. La seule personne que tu vois le soir, c'est le veilleur de nuit. T'inquiète, t'es pas la seule, il y en a beaucoup des comme toi qui se retrouvent pour boire des coups tous les soirs au bar d'en bas. Moi à chaque fois c'est pareil. Nouvelle excuse pour ne pas prendre un verre alcoolique anonyme. Je ne bois qu'en solitaire. Comment vous dire, vos vies c'est nul comme une soirée d'entreprise. T'étais poète, t'es dégoûté, tout le monde t'a vu serrer Denise. Moi j'étais parti au shot avec la jeune Fanny. Personne ne suit plus qu'une stagiaire qui rêve d'avoir un CDI. Ici c'est la pression tout le temps, concours de beat permanent. On devrait tous bosser à poil, ça nous ferait gagner du temps. Et c'est marrant, ceux qui s'écrasent le plus sont toujours des gamins. Si papa est au chômage, le Père Noël n'apportera rien. Je me rappelle quand j'ai rêvé que les heures sup étaient payées, puis que je me suis réveillé parce que l'accueil m'avait appelé. Une pizza tiède est arrivée, 10h du soir toujours au taf. En ce moment ça licencie, un bureau vide m'a dit fais gaffe. Nous retrouvons tout de suite notre deuxième point politique sur le confinement en banlieue. Banlieue, apocalypse zéro. Depuis quelques jours, prophètes autoproclamés et oiseaux de malheur crient à l'imminente explosion des violences urbaines, l'insurrection finale des banlieues, l'embrasement des zones de non-droit. Or, dans la réalité concrète, ce qu'observe la criminologie de terrain diffère plutôt sévèrement de ces lubies ou hantises érigées en dogme. Voici donc les faits criminologiques provenant exactement des secteurs en cause, transmis par des soucis éprouvés, vérifiés auprès des contacts professionnels sérieux. Dans les zones hors contrôle, les éléments juvéniles, pour les médias jeunes des banlieues ou des quartiers sensibles, n'ont jamais subi quelque autorité que ce soit, famille absentéiste, prof lâche, quartier garanti sans police. Mais dans leur clan, source de terrain, les toutes puissantes mères hurlent à présent après les matchs de foot et les barbecues. « Ta petite sœur enceinte, tu es fou ?» Donc, voyons si les initiales provocations dureront longtemps. L'état de nature, la puérilité prolongée des 10 individus sautent aux yeux de qui leur parle 10 minutes. Incapacité à rester en place, à fixer son attention, à différer ses attentes, colère explosive et sauvage à la moindre contrariété, corps d'adulte, 12 ans dans la tête. Or là, qu'ils soient dans leur quartier ou en prison, un ordre les contraint. Fait inouï dans leur vie. Premier réflexe bien sûr, la rébellion. Tout casser, agresser les keufs, etc. Mais si à domicile maman commande, l'autorité majeure du quartier est celle de Caïd, dont le seul souci est de conserver ces trafics qui les enrichissent à millions d'euros. Fait, ces Caïd vendent désormais autant de cocaïne que de cannabis et herbes résine. En février passé, saisie de 3 tonnes de cocaïne à Marseille. Une de confisquée, une au moins qui passe bien sûr. Or pour le demi-grossiste, Caïd de cité, d'une centaine à une dizaine de kilos, le profit sur 3 tonnes de cocaïne vendues dans la rue 40 € le demi-gramme est de 70 à 100 millions d'euros. Assis sur ces magots énormes, les caïds ont donc tout le temps d'attendre que le calme revienne pour reprendre le trafic. Mais tout à perdre dans une apocalypse banlieue qui finirait par être réprimée malgré le peu d'appétit de Macron-Castaner pour la chose, perturbant donc l'ordre criminel du quartier. Émeute. Celle d'avant le 15 mars, exemple Brunois dans le 91, coupe-gorge des Hautes-Mardelles, flics caillassés, poubelles incendiées, etc. ont cessé depuis le 16 mars. Plus rien depuis lors, là ni dans le bassin de Creil, ni dans l'essentiel du 9-3, etc.
Enfin, mathématiquement, la criminalité de voie publique s'effondrera. Rues vides, ceux dans des quartiers sous vidéosurveillance, là elle est utile. Qui a agressé dans un désert? Comment agréger une meute pour une rixe? Comment s'arracher après un braquage? Comment piller un magasin? Quand d'usage on est noyé dans la foule, mais que là on ne voit que vous dans un paysage vide. De plus, qui cambrioler quand les appartements sont bondés? Qui violer quand le soir tout est désert? À qui voler son sac ou son portable sans transport en commun bondé? À l'extrême limite, cela se peut encore dans des rares zones hors contrôle, mais est toujours plus impraticable, confinement oblige, sur 95% du territoire métropolitain. Fait donc statistiquement massif. Les décisives semaines à venir nous éclaireront, apocalypse banlieue ou pas. Après viendra le temps de l'analyse et de la vérification des hypothèses. Tout cela sera facile, les écrits et vidéos restent. Penchons-nous sur l'Empire espagnol dans notre rubrique culture. Laissez-moi vous conter l'histoire d'un demi-homme que la grande histoire a trop souvent oublié. Oui, j'ai bien dit demi-homme, puisque je vais vous raconter l'histoire d'un mec qui n'avait qu'un œil, qu'un bras et qu'une jambe, et qui s'est malgré tout hissé en pole position des mecs les plus stylés de son siècle. J'ai nommé l'amiral espagnol Blas de Lezo, né au Pays Basque en 1689. Son occupation favorite? Maître d'échiquette à tout ce qui se baladait en mer à l'époque, donc principalement de l'anglais, du hollandais, de l'ottoman, du pirate et j'en passe. Blas de Lezo débute sa carrière en 1701 comme aspirant dans la marine française. Comme il n'a que 12 ans, on peut considérer qu'il pèse déjà dans le game, puisqu'à cet âge-là, notre préoccupation principale, c'est de gratter des princes au goûter. 3 ans plus tard, lors de la bataille de Vélez-Mélaga pour la succession d'Espagne, un boulet de canon lui arrache la jambe gauche. Son courage lors de la bataille, ainsi que durant l'opération, lui vaut d'être promu enseigne de vaisseau par le roi Soleil himself. Et tout ça, à 15 ans, pendant que nous rêvons à ce qu'il y a sous les jupes des filles, pas le même délire donc. Après avoir sauvé Péniscola et Palerme assiégés, il est promu lieutenant de vaisseau et fait le siège de Barcelone en 1705, à 16 ans. Blas de Lezo est chargé de ravitailler les insurgés en préparation d'une attaque terrestre à venir. L'occasion de glisser aux Anglais des petites quenelles sauce andalouse, du style « j'enflamme de la paille humide pour créer des écrans fumigènes »,« je tire avec des boulets incendiaires », etc. Notre héros unijambiste continue donc tranquillement à forger sa légende alors qu'il n'a même pas l'âge de voter. Et quand il atteint sa majorité, justement, au siège de Toulon en 1707, les Anglais lui envoient comme cadeau un beau boulet de canon qui lui crèvera l'œil gauche. Pendant ce temps, vous remplissez péniblement APB pour savoir dans quelle fac vous aurez le droit de glandouiller l'année prochaine. Passons sur diverses autres batailles et faisons un bond en avant de 7 ans. Nous retrouvons Blas de Lezo, capitaine, et faisant à nouveau le siège de Barcelone, qui était déjà une station balnéaire prisée apparemment. Et comme on ne change pas une équipe qui perd, il retrouve en face de lui la team coalisée austro-anglaise. Lors de cette bataille, notre héros déjà borgne et unijambiste va en plus devenir manchot en perdant son bras droit suite à un tir de mousquet. Il a alors 25 ans et gagne son surnom de medio hombre, demi-homme. Une dizaine d'années plus tard, en 1725, il se marie au Pérou. D'aucuns diront qu'il a trouvé sa moitié. De retour en Espagne en 1730, il devient commandant de toute la flotte méditerranéenne et pas le temps de niaiser, direction Gênes en Italie, pour réclamer les 2 millions de pesos que la ville doit à l'Espagne. On assista sans doute à la naissance de l'expression « paye ta cotise ». Après diverses victoires sur les Ottomans, le roi le nomme lieutenant général de la marine espagnole et gouverneur de Carthagène des Indes, en Colombie, un verrou commercial stratégique aux Caraïbes. À ce moment de l'histoire, vous vous dites déjà que tout ça, c'est quand même pas mal pour une demi-portion. Mais à toute carrière stylée, il faut un point culminant, que je vais vous raconter maintenant. Tout d'abord, le contexte. Pour vous la faire courte, Anglais et Espagnols s'opposent aux Caraïbes dans ce qu'on appelle la guerre de l'oreille de Jenkins. Tout ça a parti à la base d'un navire contrebandier anglais qui se fait gauler par une patrouille espagnole. Le capitaine espagnol, Julio Fandino, chope alors le capitaine anglais Robert Jenkins au collet et lui coupe une oreille en disant « Porte-la à ton roi et dis-lui que je lui ferai la même chose si je le vois par ici. » Taquin le mec. Et c'est ainsi qu'en mars 1741, l'amiral Vernon se ramène avec la plus grande flotte d'invasion jamais vue pour l'époque, à savoir 186 navires, armés de quelques 2000 canons et une armée de 25 000 pax. En face, pour tenir le siège de Carthagène, Blas de Lezo n'a que 3000 soldats et 6 navires à leur opposer. Pas très Coubertin les Anglais. Néanmoins, il peut compter sur la solide défense de la ville, une préparation minutieuse et l'expérience de 22 combats du haut de ses 52 ans. Enfin, notre homme est un fervent catholique et se frotte déjà les mains à l'idée de dérouiller des hordes d'Anglais réformés. La colossale bataille dure 67 jours, rythmée par la prière côté espagnol et par la fièvre jaune côté anglais. Après moultes assauts et rebondissements, les Anglais perdent 75% de leur effectif et de leurs navires,
subissant ainsi leur plus grande défaite navale, humiliation d'ailleurs très peu relatée dans leurs ouvrages universitaires, et même encore aujourd'hui. Quelques mois après cet ultime exploit, Blas de Lezo, demi-homme mais héros complet, mourra d'une épidémie de peste provoquée par les milliers de cadavres non ensevelis après la bataille. Comme quoi, la chauve-souris mal cuite, faut relativiser. Pour votre échappée quotidienne, Radio Virus vous emmène aujourd'hui en Provence. Partons aujourd'hui dans le plus beau pays du monde, la Provence. Et pas n'importe où, dans le comtat vénécin, ancien territoire papal, rattaché de force à la France en 1791. Oubliez les cigales, même si c'est charmant, il n'y en a que durant les 3 mois d'été, et privilégiez plutôt une visite à la Toussaint ou à Pâques. La chaleur y est tout à fait supportable, et les couleurs et les lumières des paysages durant ces saisons sont très agréables. Le temps y est souvent sec, parfois froid lorsqu'il y a du Mistral, mais cela permet de nettoyer le ciel. Démarrons notre périple au nord de Carpentras, jolie cité endormie, où vous aurez pu contempler l'imposante porte d'Orange qu'on dirait tout droit sortie d'une boîte de Lego, ainsi que la superbe cathédrale Saint-Siffrin. Attachons-nous aujourd'hui plutôt au paysage et à l'un de ces charmants villages. Sur la route de Carpentras donc, démarrons notre périple à Baume de Venise. Ce n'est pas le plus beau des villages, mais c'est le mien. Contemplez, comme dans beaucoup de villages de cette région, les restes de fortifications et les belles portes pour entrer dans le bourg. L'église, reconstruite au XIXe siècle, ne présente pas un grand intérêt, mais vous pourrez malgré tout contempler une intéressante chasuble offerte par Anne d'Autriche. Dans le haut du village, se découpant sur l'horizon, la silhouette de l'ancien château fort nous rappelle qu'il y eut des époques plus tourmentées que les nôtres. Lorsque le soleil tape sur les remparts, le contraste entre les pierres jaunes et le ciel bleu vaut déjà le voyage. Si vous voulez digérer après un bon repas près à Carpentras, chez Serge, spécialité de cuisine à la truffe, grimpez par les ruelles sinueuses et amusez-vous à chercher les restes d'architecture médiévale. Le patrimoine, quoique souvent massacré entre les années 50 et 90, reste souvent à fleur de pierre. Vous pourrez découvrir, en remontant la tortueuse rue de la République, quelques portes basses et quelques restes d'enseignes. En haut de la rue, superbe porte 17e de ce qui fut tour à tour hospice puis gendarmerie. Remontez encore un peu jusqu'au portail neuf, autre porte conservée, et sortez des limites de l'ancien village. On peut deviner que l'enfilade des maisons construites ici l'a été directement dans l'ancien rempart. Vous pouvez déjà contempler le paysage au loin et voir le Mont Ventoux, mais grimpez les escaliers raides et engagez-vous dans la colline. Malheureusement, quelques sagouins locaux ont construit des maisons jusqu'à il y a peu, détruisant l'aspect pleinement agricole de la zone. Vous pouvez cependant contempler dans le creux de la colline l'alignement des vignes venant presque mourir contre les rochers de safre jaune, cette roche extrêmement friable sur laquelle le pays est construit et dans lequel plusieurs maisons troglodytes ont été creusées. Savourez ce paysage paradisiaque. Admirez l'harmonie et l'ordre de ses courbes et de ses plats, de cette végétation de chênes verts, de petits arbustes piquants, de vignes et d'oliviers. Emplissez-vous les yeux du contraste des couleurs et des lumières, l'ocre des sols et des rochers, le gris du safre pas encore mis à nu par l'érosion du Mistral, le vert des végétations, et l'immensité bleue de ce ciel sans nuages. Oh, comme il est beau, mon pays! Abandonnez la contemplation de ce paysage divin pour prendre la route de Durban. Prenez peu à peu de la hauteur pour voir l'horizon se dégager et voir de haut le village de Baume jusqu'à Carpentras et bien au-delà. Une fois approché de la crête, prenez à travers champs et découvrez la chapelle Saint-Hilaire, ravissante chapelle romane ruinée pendant des siècles et dont la restauration par des passionnés vient de s'achever. Cherchez sous les arbres et dans le creux de la colline, à quelques centaines de mètres, les restes de l'ancien village de Durban, avant que Baume ne s'installe dans le creux de la vallée. Emplissez-vous les poumons du parfum de la colline. Faites vos provisions de ce que la nature vous donne selon la saison. Du thym, des asperges sauvages. Au loin, admirez ce qui sera la fin de notre balade. Notre-Dame d'Aubune, jolie chapelle du XIIe siècle, remaniée au XIXe. Admirez ce fier clocher surplombant depuis des siècles le monde qui file en dessous. Il est toujours resté dressé, malgré les aléas du temps et de l'histoire. Redescendez par les petits chemins sinueux sans vous perdre, tant il est vrai que dans les collines, un mauvais chemin a tôt fait de nous emmener à l'opposé de nos projets, et arrivez en surplomb d'Aubune. Vous pouvez escalader le rocher. Dans la pierre qui surplombe la chapelle, une trace de griffe laissée par le diable voulant écraser la chapelle nouvellement construite, en reconnaissance d'une victoire contre les Maures. La Vierge étant apparue, retint le rocher avec sa quenouille. Le rocher est resté depuis lors en place. Devant la chapelle, 3 armoires ouvertes, reprenez votre souffle en contemplant l'harmonie des façades romanes d'un côté et le panorama de l'autre, même si la coopérative agricole en dessous gâche un peu le paysage. En descendant quelques marches, vous trouverez une source pour vous désaltérer.
Finissez votre périple en rattrapant la route en contrebas. Vous pourrez faire une dernière étape à la cave coopérative. Le personnel y est accueillant, la décoration un peu tape à l'œil mais le vin très bon. Le muscat se boit en apéritif ou en dessert avec des fraises de Carpentras. Le rouge sur une bonne viande, sanglier ou chevreuil du Ventoux. Vous pouvez évidemment visiter les caves du pays, une dédicace particulière pour celle des Bernardins, située dans le village de Baume à côté de la chapelle Sainte-Anne. L'ensemble de la production est excellente et la relève prise il y a quelques années par le fils de la famille. De quoi repartir avec quelques souvenirs du paradis. Nous n'avions pas encore cité de science-fiction dans notre rubrique littéraire, c'est désormais chose faite. C'était une odeur de monde qui naît ou qui meurt, une odeur d'étoile. Cette phrase semble correspondre à ce que nous vivons actuellement. Elle a été écrite en 1943. Son auteur ne parle pourtant ni de la Seconde Guerre mondiale, ni de ses énormes conséquences politiques. Le livre que nous allons vous présenter aujourd'hui est un véritable classique et littéraire et militant. Il s'agit de la première dystopie de science-fiction française, il s'agit de Ravage de Barjavel. Barjavel est né en 1911. Fils de boulanger et arrière-petit-fils de paysan, il se retrouve à Paris où il poursuit ses études. Pour vivre, la ritournelle habituelle et pourtant malheureuse que certains d'entre nous ont pu connaître. Les petits boulots enchaînés à droite et à gauche, pigistes, pions, conférenciers, etc., etc. Lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, René Barjavel est mobilisé comme caporal-chef en cuisine. De cette expérience naît un certain esprit antimilitariste. Durant l'occupation, Barjavel se fait connaître par son premier roman feuilleton, lui aussi, Ravage, qui paraîtra dans Je suis partout à partir de 1943, journal à tendance antisémite qui sera condamné pour collaboration. Barjavel échappe d'ailleurs de peu à la purge de la Libération. Accusé par le comité d'auteurs, il ne devra sa relaxe qu'à une lettre de Duhamel. Barjavel explore dès son premier roman, Ravage, les évolutions de la science et son appréhension par la société humaine. Concernant Ravage, et pour vous la faire en bref, il s'agit de la gare de la campagne, plutôt boy scout qui débarque dans une hyper-métropole où tout est géré par le progrès. Quelle drôle d'idée, me direz-vous. C'est justement qu'il court après sa drôlesse, qu'il s'est fait avoir par un mec, style Jean Dujardin dans 99 francs, qui veut en faire une égérie publicitaire. Main calleuse contre lunettes de mode, bon sens paysan contre des mesures justives, il a peu de chance notre petit gars. Mais là, patatras, tout s'arrête. Je vous raconte pas tout. Ravage, et même une partie des œuvres de Barjavel, explore des intrigues simples mais haletantes, avec une psychologie des personnages parfois un poil trop simpliste. Mais le point intéressant de ces bouquins, c'est justement la toile de fond. L'aventure romancée, ça reste tout de même mieux que du Schmitt ou du Musso, ne sert que d'introduction à une réflexion sur le progrès, son abus naturel et ses conséquences souvent désastreuses pour l'être humain. Alors, si vous ne l'avez jamais lu, c'est le moment de s'y mettre. Il s'agit d'un ouvrage facilement accessible et relativement court, mais indispensable, comme introduction pour penser ce monde moderne qui nous entoure. Et si vous l'avez déjà lu, une petite piqûre de rappel ne peut pas vous faire de mal. Tout de suite, l'éphéméride du jour. Éphéméride du 4 avril. C'est par peur d'être traîné en justice pour diffamation que nous, Radiovirus, ne vous parlerons pas aujourd'hui d'un hasard du calendrier. Bien que ce ne soit pas la même année, deux hommes unis par une passion commune sont nés un 4 avril. Cette passion, ni le poney, ni la philatélie, c'est les petits-enfants. Et oui, en 1942, prenait vie le monstre des Ardennes, Michel Fourniret, tandis qu'en 1945, naissait Daniel Cohn-Bendit. La ressemblance de parcours entre ces deux passionnés ne s'arrête pas là. En effet, à l'heure où je vous parle, ils purgent tous deux d'importantes peines de prison. Ah bah non, en fait c'est pas vrai, il y en a un qui court toujours, mais on vous dira pas lequel. N'y voyez aucun parallèle avec les deux hurluberlus précédents, bien qu'apparemment il ait été un peu cinglé, mais le 4 avril, c'est aussi le jour de naissance de Imperator, Caesar, Marcus, Aurelius, Severus, Antoninus, Pius Félix. Ah putain, sa titulature est vraiment longue, du coup nous utiliserons son sobriquet, Caracalla. Empereur de la dynastie des Sévères, il régna de 211 jusqu'à 217. Parmi ses réalisations notables, nous retrouvons le meurtre de son frère, parce qu'il ne voulait pas partager son empire avec lui, ainsi que la damnatio memoriae de ce dernier, 20 000 meurtres d'opposants lui sont imputés, et enfin, la plus connue de ses réalisations, l'édit de Caracalla, qui accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire, et ça fait plaisir. Comme chez Radiovirus, nous sommes friands d'événements qui changent le cours de l'histoire, mais que pour le 4 avril, on n'a rien trouvé, on va plutôt vous parler du 4 avril 1954 et de la tentative de coup d'État contre la 4ème République. Ce jour-là, en plein Paris,
un groupement d'anciens combattants donne rendez-vous à un régiment blindé pour s'emparer de l'Élysée et en finir avec le régime des partis. Rappelons les faits. Alors que se déroule à 20 000 km de là la bataille de Dien Bien Phu, le dernier maréchal de France, Alphonse Juin, s'est permis le 31 mars des propos factieux. En public et devant la presse, rappelant son opposition à la CED, Communauté européenne de défense, et en dénonçant la politique d'abandon de l'armée menée par le gouvernement en Indochine. Convoqué pour ses propos par le ministre de la Guerre René Pleven et le président du Conseil Joseph Laniel, le maréchal a refusé de faire le déplacement. Or, le congrès annuel des anciens de l'Indo, réuni au sein de la CUF, doit justement se dérouler les 3 et 4 avril 1954. Pour ses membres, de tels propos représentent un espoir. Le dimanche 4, les membres de l'association doivent normalement se rendre en cortège à l'Arc de Triomphe pour réanimer la flamme du soldat inconnu. Mais le gouvernement au grand complet, Laniel en tête, sera aussi de la partie. Une occasion en or pour le responsable de l'opération, le colonel Mirambeau. Le plan concocté est simple. Procéder à l'arrestation de tous les ministres lors de ce rassemblement, faire marcher la division sur Paris et s'emparer des principaux ministères, puis enfin, accompagner le maréchal Juin à l'Élysée. Pour bien faire les choses, toute la famille des nationaux est également présente, de jeunes nations aux royalistes de restauration nationale et aspect de la France. Le plus surprenant est la façon dont sera neutralisée la police. C'est Pierre de Gaulle, le frère du général, en personne, qui a pour mission de prendre contact avec le préfet de police, Baillot, afin d'éviter que les forces de l'ordre ne s'opposent à la manœuvre. Malheureusement, si l'opération en elle-même est bien montée, un élément important fait défaut. Et ouais, personne n'a contacté le maréchal Juin pour lui proposer l'aventure, dont, rappelons-le, il doit être l'acteur principal. Prévenu la veille, ce dernier va refuser de s'embarquer dans cette équipée, qui aurait pu, à n'en pas douter, changer le cours de l'histoire. Cependant, même si l'opération est annulée in extremis, le gouvernement va trembler et attraper des sueurs froides. En effet, il sera hué pendant la réanimation des couleurs. Du coup, nous, chez Radio Virus, on vous donne rendez-vous demain matin au même endroit. Nous serons accompagnés d'une division blindée de trottinettes Lime et nous conduirons à l'Élysée le général De Villiers. Car la Grande Muette nous sauvera tous de la méchante démocratie. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Je vous invite, bien sûr, si vous appréciez cette émission, à la partager. Et je vous laisse sur la blague du jour. On va inaugurer un nouveau pont à Paris. Problème, avec les arrêts de chantier durant le confinement, on n'est plus très sûr que le pont soit suffisamment solide. Un des ouvriers propose: plaçons une tribune au milieu du pont, et pour l'inauguration, faisons venir Macron, Philippe, l'ensemble des députés et sénateurs, ainsi qu'Hidalgo évidemment. Si le pont tient, c'est bien. S'il ne tient pas, c'est encore mieux.